Bonjour tout le monde. Je m'appelle Laurence Gagnon. Je suis coordonnatrice aux événements et communications au Bureau des affaires francophones et francophiles à l'Université Simon Fraser dans la région de Vancouver. Je serai votre animatrice aujourd'hui pour la deuxième édition de la finale de l'Ouest du concours Ma thèse en 180 secondes. Merci beaucoup d'être connecté avec nous aujourd'hui. La finale de l'Ouest s'est présentée avec l'ACFAS Alberta, l'Université Simon Fraser, l'Université de la Colombie-Britannique, l'Université de Victoria et l'ACFAS de Saskatchewan. L'idée, c'est vraiment de collaborer entre nos universités pour vraiment partager la recherche en français, offrir des opportunités pour les étudiants qui font des études supérieures en français. Avant de commencer l'événement, c'était important pour le comité organisateur de reconnaître que nous respectons les histoires, les langues et les cultures des Premières Nations, des Métis, des Inuits et de tous les peuples autochtones du Canada, dont la présence continue d'enrichir notre communauté si vivante. Personnellement, je suis présentement connectée de l'Université Simon Fraser, située sur les territoires non cédés et traditionnels des peuples salish du littoral, les nations Squamish, Tsleil-Waututh et Musqueam. En raison du format virtuel de notre événement aujourd'hui, on est tous rassemblés virtuellement et on se rejoint donc depuis des terres traditionnelles de Premières Nations diverses et variées. Je vous invite à prendre connaissance des terres sur lesquelles vous êtes situés. Nous sommes reconnaissants de notre accueil en tant qu'invités sur ces terres et nous rassemblons. Où nous nous rassemblons et on renouvelle tout le temps à chaque événement notre engagement envers la réconciliation. Le concours Ma thèse en 180 secondes, qu'est-ce que c'est? C'est un concours qui est présenté par l'ACFAS et qui permet à des candidats et des candidates à la maîtrise et aux doctorants et aux doctorantes de présenter leur sujet de recherche en termes simples à un auditoire qui est diversifié. Chaque participant et participante doit faire en 3 minutes un exposé qui va être clair, concis et convaincant sur son projet de recherche. C'est un concours qui est tenu dans 21 universités à travers le pays et qui offre une occasion unique aux jeunes chercheurs, chercheuses de parfaire leur aptitude en communication tout en leur donnant la possibilité de diffuser leurs recherches dans l'espace public. C'est la deuxième finale de l'Ouest qui est organisée, comme je le disais, avec l'ACFAS Alberta, l'Université Simon Fraser, l'Université de la Colombie-Britannique, l'Université de Victoria et l'ACFAS Saskatchewan. Et c'est une occasion unique pour les étudiants francophones et francophiles au cycle supérieur de partager en français au reste du pays leurs recherches et de témoigner de la diversité et de l'effervescence de la recherche dans l'Ouest canadien. L'événement aujourd'hui devrait durer au plus 1 heure et il se déroulera en 3 parties. On va tout d'abord écouter les présentations des 2 candidates à la maîtrise et on va enchaîner avec une présentation de notre candidate au doctorat. Le jury va ensuite avoir une période de délibération qui devrait durer au plus 20 minutes et vont pouvoir choisir la gagnante pour chaque catégorie. On va ensuite clôturer l'événement avec la remise des prix. Donc, on a aujourd'hui 3 candidats qui vont présenter leur thèse en 180 secondes de 3 universités différentes qui courent la chance de remporter les prix suivants. Il va y avoir le prix doctorat, qui est en fait une bourse pour participer à la finale nationale qui va avoir lieu en présentiel cette année, le 11 mai, à l'Université Laval, à Québec. Il y a le prix maîtrise, qui est une bourse de 750 $, et le prix coup de cœur du public, qui est une bourse de 500 $. Donc, oui, public, vous aurez aussi un rôle à jouer. Vous allez pouvoir voter pour votre coup de cœur, votre candidate favorite. Donc, une fois que les présentations vont avoir été présentées, vous aurez en fait 48 heures pour voter par l'entremise d'une plateforme qui va être partagée dans le chat. Donc, on va partager le lien dans le chat et puisque l'événement est présenté en Facebook Live, vous allez pouvoir, si vous voulez aussi, réécouter les présentations. Les candidates peuvent partager l'événement aux personnes qui n'ont pas été en mesure de se connecter aujourd'hui, par exemple. Donc, un beau 48 heures pour voter pour le coup de cœur du public. Et puis, on va faire l'annonce de ce prix-là vendredi à 14 h, heure de la Colombie-Britannique, et 15 h, heure de l'Alberta et de la Saskatchewan. Donc, si vous êtes curieux, public, restez à l'affût de nos réseaux sociaux. Et les participantes, on vous invite à rester à l'affût de vos courriels. Je vais inviter maintenant Mme Valérie Lapointe-Gagnon, qui est professeure d'histoire au campus Saint-Jean, à nous présenter un petit mot d'introduction.
Oui, un grand merci, Laurence, pour ton enthousiasme, ton dynamisme et merci aussi à Laurence Gagnon et à Nicole Garzon, qui ont fait un travail exceptionnel dans l'organisation de cette deuxième finale de l'Ouest, à laquelle je suis très heureuse de participer pour faire ce petit mot d'ouverture en mon nom, au nom des ACFAS régionales également, l'ACFAS Saskatchewan, l'ACFAS Alberta, qui contribuent à ce concours. C'est un défi assez spectaculaire que d'arriver à résumer une thèse qui prend 2 ans pour la maîtrise, mais plusieurs années pour le doctorat et de le faire en 3 minutes top chrono. Vous allez entendre le bang à la fin des présentations, là, c'est très réglementé. Et d'être capable de vulgariser une recherche complexe de façon simple et claire pour l'auditoire. C'est vraiment un superbe défi auquel ont accepté de participer nos trois participantes aujourd'hui. Très heureuse de pouvoir les entendre plus tard et elles vont montrer à quel point c'est non seulement utile, mais aussi nécessaire de faire de la recherche en français dans l'Ouest. La relève a un rôle essentiel à jouer pour continuer à faire rayonner cette recherche-là. Et je suis très contente de pouvoir assister à l'expression de 3 voix fortes de cette relève aujourd'hui. Je voudrais remercier également nos 3 juges qui ont accepté généreusement de consacrer leur temps à l'évaluation des propositions. Nous avons Anne Salamon, Gino Leblanc et Pierre Rousseau qui sont avec nous aujourd'hui. Et je voudrais également remercier Laura Pelletier de l'ACFAS pour son soutien indéfectible qui nous permet de coordonner ce genre d'événement. Merci aussi au public que j'encourage à voter pour leur présentation préférée. Et sur ce, je laisse la place aux candidates pour présenter leur recherche. Merci beaucoup, Valérie, pour ces beaux mots. Très apprécié. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la présentation des candidates à la maîtrise. On a utilisé l'ordre alphabétique pour déterminer l'ordre des présentations. Donc, on va commencer avec la première candidate maîtrise, qui est Sarah. Ah, mais oui, c'est ça, j'avais bien vu, Laura. Donc, avant de commencer, oui, je vais parler brièvement des critères d'évaluation. Donc, on a 3 membres du jury qui sont avec nous aujourd'hui. Je vais les présenter un petit peu plus tard. Comment vont-ils évaluer les présentations? On a ici les critères qui sont les critères d'évaluation, donc le talent d'orateur et l'implication, la vulgarisation, donc comme vient de le dire Valérie, être capable de synthétiser des pages et des pages et des pages de recherche en 180 secondes, c'est un beau défi, donc c'est évidemment un des critères qui sera évalué. Et puis, la structure de l'exposé. Et il y a aussi quelques points qui sont donnés pour le coup de cœur. Donc, super. Puis, en fait, j'ai Pierre-Luc de l'Université de la Colombie-Britannique, en fait, qui aimerait aussi faire un petit mot d'introduction. Donc, je vais lui laisser la parole. Pierre-Luc, si tu es en mesure de te connecter, tu peux faire un petit mot à ton tour. Oui, je vais être très bref. Merci beaucoup, Laurence. En fait, je vous parle depuis l'Université de Victoria et non pas l'Université de la Colombie-Britannique. Petit détail, c'est pas très grave. Mes collègues de UBC t'en voudront pas trop, je pense. Ça nous fait plaisir à UVic, au département de français et d'études francophones, de participer à cette finale de l'Ouest du concours Ma thèse en 180 secondes. On espère vraiment que c'est une nouvelle tradition qui s'instaure dans l'Ouest et qu'on pourra participer encore plus dans les années suivantes à la diffusion et à la dissémination des recherches en français de nos étudiants et de nos étudiantes, dont on est très fiers. Donc, sans plus tarder, je te recède la parole, Laurence, et ça nous fait très plaisir à UVic de participer à cette édition du concours. Toutes mes excuses de m'être trompée d'université, Pierre-Luc. C'est l'énergie du moment. Donc, merci beaucoup pour ces beaux mots, tout le monde. Et donc, désolée, Sarah, je sens que j'ai été peut-être mise dans une situation de stress, mais bon, c'est ton tour. Donc, Sarah Dixon, qui est connectée de l'Université de l'Alberta, où elle étudie au campus Saint-Jean. Elle étudie en histoire de l'éducation et le titre de sa thèse, c'est « Si compter les moutons ne marche pas, essaie nos héros ». Donc, Sarah Dixon est étudiante à la maîtrise en études canadiennes au campus Saint-Jean, Université de l'Alberta, sous la supervision du docteur Valérie Lapointe-Gagnon. Elle s'intéresse aux études de genre, à l'histoire de l'éducation et à la conception de la citoyenneté aux prairies canadiennes.
Cette année, elle est bénéficiaire des bourses du CRSH, du gouvernement de l'Alberta et de l'Université de l'Alberta. Donc, je cède la parole à Sarah pour qu'elle nous parle de sa thèse en 180 secondes. L'histoire canadienne, c'est plat. Tu peux me faire confiance parce que c'est ce que j'étudie. À l'école, je me rappelle d'un seul sujet qui m'a réveillée, les 5 femmes célèbres. Enfin, des femmes de l'Ouest comme moi. C'était un corpus des héros canadiens typiques. Tu les connais? Des hommes d'origine britannique dans l'Est du pays, et voilà. Ce récit usé nous fait vite endormir parce que la plupart de nous ne s'identifient pas. En 2018, un sondage a montré que 4 Canadiens sur 10 ne reconnaissaient aucune des Canadiennes qui leur était présentée. Lucy Maud Montgomery était reconnue par 27 sur 100 personnes, Agnes MacPhail par 7 sur 100 et Molly Brant par 3 sur 100. Pourquoi ne reconnaît-on pas les femmes aujourd'hui? La réponse se trouve en partie dans l'éducation. Les manuels d'histoire avaient pour but de former le citoyen idéal. Et pour comprendre cet idéal, il faut retourner à l'enseignement de l'histoire au début du 20e siècle et sa représentation de diverses personnes. J'ai analysé cette représentation au sein de 10 manuels d'études sociales utilisés en Alberta avant la Deuxième Guerre mondiale. Bien que d'autres études canadiennes illustrent le manque de femmes dans le récit historique, la mienne est la première menée en Alberta et la première en Alberta à utiliser la perspective féministe intersectionnelle, ce qui veut dire que j'étudie le genre en relation avec l'ethnicité et la région. Mon étude révèle une hiérarchie claire. Nos héros canadiens les plus valorisés sont des hommes plutôt que des femmes, des personnes d'origine britannique plutôt que toute autre origine immigrante ou autochtone, et de l'Est plutôt que des prairies. Ainsi, Agnes MacPhail, femme d'origine britannique des prairies, était représentée de façon différente que Molly Brant, femme Mohawk d'Ontario. Les gens me demandent, les femmes, et alors, on sait qu'on est égaux maintenant. Mais pendant des générations, les élèves absorbaient ce message que les citoyens n'étaient pas tous égaux. Ils grandissaient en adultes citoyens, ils propageaient cette inégalité dans la société à leur tour. Les manuels ont pu garder des traces de ce message discriminatoire tout au long du 20e siècle. Et ceci a pu continuer jusqu'à moi à l'école. Il n'est donc pas choquant que les Canadiens ont, moi compris, savent si peu au sujet des femmes dans l'histoire. Étant donné les révisions curriculaires qui se passent en Alberta couramment, il est important à considérer les traces qu'ont laissées ces manuels. Je rêve qu'on réimagine l'histoire canadienne pour mettre en valeur une diversité de femmes, pour que la prochaine génération se voie dans l'histoire de leur pays et pour que la prochaine génération ne s'endorme pas pendant leur cours d'histoire canadienne. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Donc, défi relevé, une belle thèse présentée en 180 secondes. Donc, merci beaucoup. La prochaine candidate sera la candidate Tiffany Culot de l'Université de Victoria. Elle étudie au département de français et son aire de recherche, c'est la littérature autochtone, ou bien les littératures autochtones. Le titre de sa thèse, « Littérature autochtone francophone contemporaine du Canada, réconciliation ou résurgence ». Tiffany Culot est étudiante de maîtrise en littérature, langue et culture de la francophonie à l'Université de Victoria. Passionnée par les droits et la situation des groupes minoritaires, sa thèse de baccalauréat sur les idéologies et les représentations linguistiques a été acceptée par le colloque 50 ans de linguistique à l'UQAM en 2020. Aujourd'hui, elle travaille sur les thèmes de la réconciliation et de la résurgence culturelle présentée dans l'écriture des écrivains et poètes autochtones. On lui cède donc la parole pour nous présenter sa thèse en 180 secondes. Le Canada, d'un océan à l'autre, un pays glorieux aux plus grands exploits, où le foyer et les droits sont protégés. Un pays qui ne respecte pourtant pas toujours ses propres lois, surtout à l'égard des Autochtones. Que signifie la réconciliation et la résurgence, thème très présent dans les discours publics depuis quelques années? La réconciliation fait référence à la guérison des relations entre autochtones et allochtones, tandis que la résurgence désigne l'acte d'autodétermination des autochtones ainsi que la pratique régulière de leur tradition dans les institutions.
Je dis que vous vous posez les questions suivantes. Pourquoi opposer la réconciliation et la résurgence? Il ne semble pas y avoir de grande différence entre les deux. Et on dispose aussi des 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation visant à redresser les torts coloniaux et à améliorer les relations entre le gouvernement et les nations autochtones, n'est-ce pas? Le problème est que la réconciliation suppose qu'il y a eu de bonnes relations dans le passé et renforce le mythe que le Canada a toujours été une nation juste et équitable. C'est un projet fondé sur le déni historique qui risque de créer une fausse harmonie et de favoriser l'assimilation. Par exemple, le rapport de la Commission subordonne l'autorité des peuples à celle du gouvernement canadien et attribue les torts coloniaux à un passé lointain. Si les pensionnats sont relégués à un triste chapitre de l'histoire, ce sont des victimes et non du système dont on doit s'occuper. En tant que femme asiatique, non autochtone et citoyenne canadienne, cette découverte théorique a engendré un fort désir de questionner ce que j'ai appris du projet canadien dans mes études afin de me situer par rapport à ces discours dominants. Dans ma thèse, je me place donc à l'écoute de façon respectueuse des voix de ceux qui en sont les plus affectés. J'étudie les œuvres littéraires écrites par des artistes autochtones et j'examine comment elles font entendre une perspective différente sur le projet colonial de réconciliation. Très peu d'études universitaires examinent spécifiquement cet enjeu et il n'y a qu'une seule étude qui porte sur la représentation et de la résurgence autochtone dans la littérature. J'ai alors creusé le sujet par la lecture d'une variété d'œuvres littéraires de divers genres, comme les romans et les recueils de poésie, et j'ai pris en compte les obstacles coloniaux actuels qui empêchent l'achèvement de la résurgence autochtone, comme les institutions, la destruction environnementale, les traumatismes intergénérationnels et la violence contre les femmes, ainsi que des aspects plus personnels inscrits dans les œuvres, comme la lutte contre deux cultures ou identités, l'alcoolisme, etc. Enfin, après avoir organisé et analysé ces thèmes, j'en fais émerger des tendances et idéologies à l'égard de la réconciliation et de la résurgence. Selon le chercheur Denis Glenn Coulthard, l'étude des pensées autochtones permet de mieux comprendre la décolonisation. Merci. Merci beaucoup, Tiffany. Un autre beau défi relevé en 180 secondes. Merci beaucoup. Donc, merci à nos deux candidates à la maîtrise. Bonne chance. Donc, pour connaître la gagnante du prix maîtrise, il va falloir rester avec nous jusqu'à la fin. On va ensuite passer à la catégorie doctorat. Donc, je rappelle que notre candidate doctorante pourra participer à la finale nationale présentée en présentiel par l'ACFAS le 11 mai prochain dans le cadre du 89e congrès de l'ACFAS à l'Université Laval. Soulignons que l'ACFAS célèbre aussi ses 100 ans cette année, donc 100 ans de savoir scientifique. Donc, notre candidate doctorat s'appelle Elise Prue-Cullen et elle se connecte de l'Université de la Saskatchewan où elle étudie à la faculté de médecine. Donc, elle étudie les sciences de la santé. Le titre de sa thèse, « Combler l'écart dans la gestion des soins des enfants présentant un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le TDAH, des troubles d'apprentissage et un développement social atypique tout en ayant une capacité intellectuelle moyenne ou élevée. » Elise Prue-Cullen est doctorante en sciences de la santé au Collège de médecine de l'Université de la Saskatchewan. Elise s'applique à combler l'écart dans la gestion des soins des enfants présentant un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, des troubles d'apprentissage et un développement social atypique tout en ayant une capacité intellectuelle moyenne ou élevée en adaptant un modèle de partenariat de soins. On lui laisse donc la parole pour présenter sa thèse en 180 secondes. Ce qu'on pense depuis des années, c'est vrai. Ça, c'est un extrait tiré d'un entretien que j'ai eu avec une maman d'un garçon d'à peu près 10 ans maintenant, un entretien qui fait partie de ma collecte de données, une de mes collectes de données en tous les cas. Prenons par exemple Alex. Alex fait une crise d'asthme. Peu importe l'âge d'Alex, peu importe où il se trouve, Alex va être pris en charge avec un protocole médical universel. Il ne sera jamais question d'attendre pour voir si Alex a vraiment besoin d'aide. Par contre, si les troubles ou les besoins d'Alex sont sous le signe du TDAH, Alex va être identifié comme un enfant à problème, un enfant qui dérange. Un enfant qui nous dérange parce qu'il est agité, impulsif, peut-être que c'est difficile de faire la transition des tâches. Il a peut-être aussi un problème d'orthographe, de calcul, parce qu'on sait que le TDAH vient avec
des petits amis. On sait aussi que le TDAH est la maladie au niveau mental qui est la plus courante chez les enfants. Mais revenons à Alex. Dans notre système, Alex, il va être observé pendant plusieurs semaines, mois, années. Il va être en attente et ça va dépendre de son âge, de son milieu, de sa communauté, de son accès à un médecin, de son accès à des spécialistes. Ça va aussi dépendre des budgets scolaires et des budgets dans les systèmes de santé. Alors, avec le temps, Alex, il va être stigmatisé, va vivre la frustration, sera aussi peut-être critiqué. Il va être aidé ponctuellement, et ça, c'est super, mais il va vivre des échecs. Et avec le temps, il va intérioriser ces échecs et ça va jouer avec son identité. Alors, le problème, c'est que le dépistage et l'intervention tardive, combiné à ce qu'on sait déjà de ces enfants-là, c'est-à-dire qu'ils sont des enfants à risque d'automédication, d'addiction et de décrochage scolaire, ça les met en très mauvaise posture pour la suite. Alors, le but de ma recherche, c'est de faciliter le dépistage et l'intervention précoce. Par quels moyens? En adaptant un modèle de partenariat de soins, qui est un modèle d'ailleurs qui a été développé et testé au Canada, qui s'applique à intégrer le patient, ses savoirs tout au long de sa maladie et qui est surtout utilisé dans le cadre de maladies chroniques. Alors, la prémisse est de pouvoir, dès le début du parcours de soins, toujours travailler en améliorant le parcours de soins et en soutenant le projet de vie du patient, donc de Alex. Mais vous allez vous demander peut-être, et je termine avec ça, dans le fond, pourquoi faire tout ça? Bien, parce que les parents, ce ne sont pas des médicaments, parce que les mamans et les papas comme moi ont savoir, ce qu'on pense depuis le début, c'est vrai, mais surtout parce que les enfants ont un droit à avoir une enfance à leur plein potentiel et que c'est notre responsabilité d'y voir pour que les Alex, Maude, Julie, Roger puissent avoir une vie pleine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Élise. Donc, il n'y avait pas de dong, je voulais le gong. Non, le dong était juste au début. Ah, OK. Oh mon Dieu, OK, oui, super. Merci beaucoup, Élise. Donc, défi relevé tout de même, sans dong à la fin, mais tout de même dans le respect des 180 secondes. Donc, nos 3 candidats aujourd'hui ont donc présenté leur thèse. On les remercie, on les félicite. C'est un beau défi. Donc, on arrive maintenant à la période de délibération. Donc, nos 3 juges vont se retrouver dans une petite salle virtuelle où ils vont pouvoir discuter ensemble pendant une période de délibération. Et c'est aussi le moment où on va vous partager dans le chat un lien que vous allez pouvoir utiliser pour voter pour le prix coup de cœur du public. Donc, ça devrait arriver dans les prochaines secondes, prochaines minutes. Ce lien va être actif jusqu'à en fait, vous allez avoir 48 heures pour l'utiliser. Et suite à quoi, comme je l'ai dit en introduction, le coup de cœur du public va être annoncé seulement vendredi. Mais on vous invite à profiter de la période de délibération pour aller voter pour votre candidat favorite. Et on vous invite aussi à utiliser le chat. On va utiliser la période de délibération, en fait, comme un moment pour poser des questions à nos candidats. Donc, peut-être que certains des sujets qui ont été présentés vous ont interpellé et vous avez envie d'aller approfondir peut-être vos questionnements avec nos candidats. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser à nos candidates et on va animer ensemble une petite période de questions-réponses pendant que le jury délibère. Donc, moi, j'ai déjà une question pour commencer. Question pour Élise. Tu parlais de tout ce phénomène TDAH. Et ce que j'ai lu beaucoup, moi, c'est que justement, tu parlais de diagnostic tardif. Apparemment que les filles vont se faire diagnostiquer vraiment plus tard, parfois à l'âge adulte. Comment est-ce que ça se gère justement? Comment on différencie ces problèmes-là? As-tu une piste d'idée? Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, bien, c'est tellement une super belle question parce que les filles sont souvent laissées pour compte. Il y a vraiment un stéréotype que c'est les garçons qui ont le TDAH, que c'est un syndrome qui affecte surtout les garçons. En fait, la recherche le démontre.
c'est surtout les garçons qui vont être diagnostiqués avec le TDAH parce que les filles vont avoir des présentations qui vont être différentes. Alors, peut-être qu'elles n'auront pas l'agitation physique, c'est-à-dire en classe, toujours bouger, déranger, puis taquiner la personne qui est à côté, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas avoir une hyperactivité qui est, par exemple, cérébrale, qui va être dans les idées, qui va être dans la difficulté à pouvoir s'accrocher à ce que l'enseignante est en train de dire, par exemple. Alors, elles ont des présentations très différentes et elles ont aussi un beaucoup plus haut risque de dépression, voire même d'idéation suicidaire parce que la recherche démontre qu'elles vont avoir tendance à internaliser les symptômes et de beaucoup se juger et de beaucoup se critiquer comme étant jamais à la hauteur. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise Alex parce que j'essaie de ne pas genrer, mais de parler en 180 secondes en disant le neutre, le il et le elle, c'est pas possible. Mais c'était le but justement pour pas que ça soit uniquement associé à un garçon. Merci de la question parce que c'est important de penser aux filles et aux femmes. Oui, puis j'imagine que ça fait aussi partie de toutes tes recherches qui dépassent les 180 secondes, de justement voir les différences dans ces deux diagnostics-là, disons-le. Absolument, absolument. Puis j'essaie de voir, c'est sûr que les personnes qui viennent de l'avant, ça va être beaucoup des parents qui ont des garçons, justement parce que les filles sont diagnostiquées plus tard. Mais j'essaie beaucoup de faire un effort pour qu'il y ait la voix des pères, pas juste des mères, et la voix des filles aussi. Merci. Merci. Je pense que Valérie, tu as une question. Oui, ben, j'avais une question pour les 3 candidates. J'aimerais entendre pour vous pourquoi c'est important de vulgariser votre recherche en français. Peut-être commencer par Sarah, ensuite Tiffany, puis ensuite aller avec Élise. Ben, il y a déjà comme apprenante du français, c'est un défi. Et moi, j'aime les défis, alors c'est déjà ça. Aussi, ça fait partie de la culture de ma mère, alors c'est aussi en faisant mes études au campus Saint-Jean, j'ai pu m'intégrer à la communauté franco-albertaine et pas juste la communauté culturelle, mais la communauté de recherche. Alors, en gros, c'est ça. Je passe la parole. Merci. Merci, Tiffany. Bonjour, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, super. Donc, pour moi, pourquoi c'est important pour moi de vulgariser ma recherche? Donc, tout d'abord, c'est important parce que j'aimerais pouvoir en parler à beaucoup de personnes, à plusieurs personnes, à de nombreuses personnes en fait. Et puis, c'est un sujet qui me passionne vraiment et puis je pense qu'avec la vulgarisation, ça aide à disséminer ce que j'ai trouvé dans ma recherche. Peut-être que des petits détails que j'ai remarqués, des petites choses que j'ai creusées là-dessus, ça pourrait aussi aider à aider les gens. Et puis, pour vulgariser, je pense que c'est aussi une façon de donner la parole aux autres qui sont peut-être dans le même bateau que moi ou d'autres qui ont du mal à peut-être exprimer leur réalité. Comme par exemple, dans mon cas, je suis pas blanche, je suis asiatique. Et donc, c'est un peu difficile comme savoir où je me place dans cette situation-là. Parce que est-ce que je suis un colon, est-ce que je suis une settler, est-ce que je suis juste immigrée? Et donc, peut-être ça va aider les autres à avoir les mots pour exprimer et aussi pour agir, pour faire quelque chose, pour aider à améliorer la situation aujourd'hui. Donc, oui, c'est tout pour moi. Merci. J'espère que ça a été clair. Oui. Élise? Mon Dieu, moi, j'ai beaucoup de réponses, mais je vais en donner 2, ou beaucoup de raisons pour lesquelles je trouve ça important de faire le relève en français en sciences. Tout d'abord, c'est une de mes priorités d'élever mes enfants en français dans un contexte minoritaire. Et pour ceux et celles d'entre vous qui sont dans cette situation-là, vous savez que c'est un combat de tout instant. Alors ça, c'est ma première raison. La deuxième, c'est justement en parlant de ces enfants-là qui ont un profil neurodivers, qui ont un profil neuroatypique. Les soins, il n'y en a pas des soins. Alors, quand on parle d'équité de soins, quand on parle d'accès aux soins, il n'y en a pas en français. Il n'y a pas de soins de manière générale et il n'y en a pas de manière spécifique quand on parle de spécialité. Alors, ce sont des enfants qui sont doublement désavantagés. Alors, je trouve ça important de vraiment
pouvoir donner parole à ces enfants-là, à ces parents-là, et d'essayer de trouver une façon d'avoir un système de dépistage précoce. Merci. Merci, c'est vraiment inspirant. Merci. Il y a Laura aussi qui a une question. Je te cède la parole, Laura. Oui, merci beaucoup, Laurence. Puis félicitations à tous les candidats, candidates. Je me demandais peut-être 2 petites questions. Quel est l'élément le plus original de votre thèse qui fait qu'elle se démarque par rapport à d'autres recherches qui ont déjà été faites? Et ça rejoint un peu peut-être la dernière réponse d'Élise, mais quel est l'impact de votre recherche pour la communauté et pour la société? Donc, vraiment l'impact direct que la recherche peut avoir vraiment au quotidien des gens. Je peux aller si on voit dans le même ordre. Donc, pour la première partie Merci pour la question, Laura. La première partie pour ce qui est le plus marquant de mon thèse, c'est surtout l'élément de la région. Beaucoup d'études ont été menées pour évaluer la représentation des femmes de différentes ethnicités, mais on n'a jamais regardé cet élément de la région. Alors, la place des prairies au sein de la nation canadienne, quelque chose qu'on voit aux télévisions. Souvent, ces jours-ci, surtout si vous êtes aux prairies, on voit beaucoup de cette question. C'est quoi la valeur pour les prairies d'être partie de la Confédération? C'est une question que demandent des politiciennes et des politiciens. Alors, je pense que ça, c'est la partie la plus importante, la plus innovatrice de mon thèse. Et désolée, Laura, je parle et puis j'oublie la deuxième partie de ta question. Oui, aucun souci. C'était des longues questions que j'avais. C'est l'impact sur la société de votre recherche, que ce soit pour la communauté, pour un groupe en particulier. Merci pour la répétition. Pour le mien, comme j'ai dit, l'Alberta est en train de réécrire un nouveau curriculum, tout son curriculum, mais surtout celui des études sociales. Et l'Alberta n'a jamais fait une étude de ces manuels d'études sociales. Alors, si on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait au passé, on ne peut pas savoir comment s'améliorer. Alors, c'est ça en gros. Donc, je passe la parole à Tiffany. Merci. Merci, Sarah, et aussi merci pour la question. Donc, c'est une question très intéressante, donc je te remercie de nouveau. Et puis, pour moi, quand je pense à ma thèse, quand je pense à l'impact de ma thèse sur la société, je pense surtout à mon corpus qui consiste de la littérature contemporaine par des auteurs et des autrices autochtones et métissés. Et ce que j'envisage ou ce que je pense pour l'avenir, c'est peut-être ça va faire une petite chose, peut-être ça va les aider à entrer dans les discours dominants, parce que selon moi, ce qui est tellement important dans la société, c'est vraiment l'écoute. Donc l'écoute, ça joue un grand rôle dans la réconciliation et c'est vraiment, ce n'est pas égal si on passe des choses au niveau des politiques, au niveau des institutions, sans avoir la parole, sans avoir les avis, les pensées des gens qui sont affectés les plus, et ce sont des nations autochtones. Et donc, moi, je pense que ce que ma petite recherche peut faire comme contribution, c'est de peut-être aider un peu à commencer cette étape. Et puis, parce que c'est basé sur la littérature contemporaine, donc nouveau, qui sont sortis dans le 21e siècle. Donc, peut-être ça va ajouter à peut-être une nouvelle compréhension avec un regard peut-être plus nouveau sur la situation qu'on est aujourd'hui. Donc, merci. C'est vraiment une question intéressante parce que ça positionne en fait ce qu'on fait. Quand c'est nous qui sommes au cœur de la recherche, on a tellement l'impression que c'est gros et qu'on peut faire de gros changements. Puis je pense qu'en bout de ligne, quand on arrive à apporter un élément nouveau ou on arrive à créer un mouvement qui commence un changement dans un système, alors moi, c'est la prétention qu'a ma recherche, qu'a le travail que je fais. On est dans un système de santé qui est paternaliste.
la voix des patients, la voix des parents, la voix des mères, la voix des mères surtout est toujours mise de côté. Alors, j'essaie de pouvoir mettre ensemble le savoir qui se trouve chez les parents, le savoir qui se trouve chez les mères, qui se retrouve, dans le fond, à être le patient partenaire indirect parce que le patient, c'est l'enfant. Alors, j'essaie de mettre ça tout en commun pour qu'il y ait une reconnaissance des savoirs à égalité, parce que des budgets en santé, on n'aura pas plus avec tout ce qui se passe dans le monde. Alors, il faut essayer d'utiliser les ressources qu'on a maintenant pour pouvoir offrir des soins qui sont dans la continuité. Quand on parle des troubles neurodéveloppementaux, ce sont des troubles chroniques. Ce ne sont pas des maladies aiguës où il y aura juste peut-être quelques visites en médecine et puis tout va être réglé. C'est tout le long de la vie. Alors, ce que je fais en Saskatchewan, ça n'a pas été fait encore. Et puis, dans mes recherches jusqu'à maintenant, il y a des petits bouts qui ont déjà été faits, mais jamais dans l'ensemble dans lequel je le fais, avec l'angle par lequel je l'aborde. Alors, j'espère que j'arriverai à créer juste un petit mouvement dans cette roue qui créera peut-être un mouvement dans un système qui est en place. Merci. Merci beaucoup pour vos belles réponses. Il y a aussi Pierre-Luc Landry de l'Université de Victoria qui aimerait aussi poser une question. Donc, je te cède la parole, Pierre-Luc. Oui, merci beaucoup, Laurence. Donc, ma question, elle est pour Élise Proculène. Vous avez parlé du TDAH comme d'une maladie, alors que dans le milieu militant neurodivergence, on essaie de diminuer la stigmatisation en parlant de neurodiversité, comme on peut parler de diversité de corps, diversité ethnique, raciale, linguistique, etc., plutôt qu'en référant au DSM qui traite le TDAH, par exemple, comme un trouble, comme une maladie. Donc, je me demande si vous avez étudié cette question dans vos recherches sur l'épanouissement des jeunes vivant avec un TDAH. Absolument. Je vous dirais que ma recherche vient de ma propre famille. Alors, on est nous-mêmes des neurodivergents et des neurotypiques. Alors, on est des forts défenseurs de cette appellation. Puis ça, c'est un défi que j'ai tout au long de ma recherche parce que je suis située en médecine. Le discours biomédical, c'est-à-dire de voir l'être humain en ayant des pathologies qui doivent être réglées par le système médical, c'est très difficile de se découdre de ça. Et c'est pour ça que mon approche, ma modélisation puis ma conceptualisation en se rattachant avec un partenariat de soins, c'est qu'on se détache du biomédical et on se sert plutôt des savoirs et des identités des gens. Et on voit les gens comme étant des personnes complètes, totales, avec plein de capacités, de savoir, de compétences, de talents. Et c'est ça le tiraillement. Alors, ça me touche beaucoup que vous l'ayez souligné parce que c'est le tiraillement dans lequel je suis constamment partagée dans ma thèse et quand je dois débattre d'un côté ou de l'autre parce que comme je me situe en médecine, je dois avoir le langage biomédical, mais en même temps, je fais une démarche participative en action avec la communauté, les démarches narratives. Alors, c'est important que les gens se reconnaissent. Et je pense aussi, puis ça, c'est l'autre élément qui est ce à quoi j'essaie d'apporter un élément de réponse dans ma recherche, c'est que ce sont des personnes, nous sommes des personnes qui avons besoin de soutien et de soins. Alors, comment on peut ne pas être perçu comme étant des personnes, si on utilise le mot capacité ou sans capacité, mais qui aient besoin de soins? Encore une fois, on est tout de suite ramené au système biomédical traditionnel qui dit si vous avez des besoins en médecine, c'est que vous avez une pathologie. Alors, comment on peut, au contraire, être pleinement à son plein potentiel sans jamais être vu en ayant des manquements, mais en pouvant avoir les soutiens dont on a besoin pour être au plein potentiel? La réponse, je ne l'ai pas, c'est ce que j'essaie de trouver. Puis d'ailleurs, quand j'ai les entretiens avec les mamans, ça revient toujours aussi. Pour avoir des services, on doit être diagnostiqué. Sans un diagnostic, sans l'étiquette, il n'y a pas de service. Alors, tout notre système au Canada et en Europe aussi, c'est pareil, aux États-Unis, c'est pareil. Sans diagnostic, donc sans étiquette biomédicale, pas de soutien. Alors, comment on essaie de se détacher de ça pour que l'identité de la personne ne soit pas une identité de manque, mais une identité de pleine capacité? Je n'ai pas toute la réponse.
Merci beaucoup, Élise, d'approfondir sur cette nouvelle question. Je me demandais maintenant, je ne sais pas, je veux juste un petit rappel là, aux gens qui sont connectés, peut-être qu'il y en a qui sont partis prendre une petite pause ou quoi, mais il y a dans le chat un lien pour voter pour le coup de cœur du public. Donc, vous pouvez choisir pour la présentation, vous pouvez sélectionner votre candidate favorite aujourd'hui et vous pouvez aussi utiliser le chat pour poser des questions. Il y a un ange technologique qui me fera parvenir vos questions. Donc, si vous aimeriez poser quelques questions, vous le pouvez. On m'informe que le jury a terminé sa période de délibération. Donc, j'inviterai Laura à remettre le diaporama avec la présentation des jurys et je vais vous présenter qui sont les membres de notre jury. Donc, il y a 3 membres du jury aujourd'hui. Il y a je vais y aller en ordre de gauche à droite. Donc, Anne Salamon, qui est professeure adjointe au département French, Hispanic and Italian Studies de UBC, où elle est arrivée en 2020, après 8 ans à l'Université Laval. Sa spécialité est la philologie romaine, l'histoire de la langue, l'édition critique des textes et la codicologie. Sa recherche porte en particulier sur la littérature du 15e siècle de langue française, en particulier les histoires universelles et la littérature consacrée aux hommes et femmes illustres. Il y a aussi Gino Leblanc qui est avec nous. Gino qui est directeur depuis 2017, qui est professeur adjoint à la faculté d'éducation et directeur du bureau des affaires francophones et francophiles de l'Université Simon Fraser. Monsieur Leblanc possède une vaste expérience universitaire et communautaire dans le domaine des politiques publiques au Canada et une connaissance approfondie de la loi sur les langues officielles et du système d'éducation au sein de ces communautés. Depuis plus de 2 décennies, M. Leblanc œuvre aussi au sein de la francophonie canadienne, autant à l'échelle de l'Acadie de l'Atlantique qu'au niveau national. Il a d'ailleurs occupé le poste de président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, la FCFA, de 1997 à 2000. Et il y a finalement M. Pierre Rousseau, qui est professeur au campus Saint-Jean. Donc, Pierre Rousseau est arrivé à Saint-Albert, en Alberta, en 1989. Il a partagé ses années d'enseignement entre l'école secondaire Sir John Simpson et l'école élémentaire Leo Nickerson. Tout en occupant des fonctions d'enseignant, il a complété une maîtrise en enseignement moral et religieux à l'Université de l'Alberta de 1992 à 1995. Et depuis 1994, il est chargé de cours au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, où il a le plaisir d'enseigner les cours d'études religieuses et d'enseignement moral et religieux, de même que les cours de philosophie de l'éducation. Donc, on les remercie, premièrement, de s'être rendus disponibles aujourd'hui pour assister à nos présentations et je vais les inviter à ouvrir leur caméra et à nous présenter leurs commentaires et leurs prix pour aujourd'hui. Donc, on va y aller dans l'ordre. On va remettre le prix doctorat en premier, le prix maîtrise ensuite et peut-être qu'on a même une petite surprise. Donc, merci, Laurence. On a discuté ensemble, puis je vais juste changer un petit peu ton programme. C'est que on a décidé qui va parler, qui va prendre la parole, puis j'ai perdu. Fait que ça va être moi qui va parler. Et puis, donc ici, je vais dire quelques mots sur chacune des 3 présentations, puis après, on va parler de ceux qui ont gagné, puis ainsi de suite. Mais je vais probablement me tourner vers Anne ou Gino pour parler des prix, chacun des prix ici. Alors, d'abord, merci à toutes les 3 candidates. C'est vraiment extraordinaire de vous écouter, puis ça prend beaucoup de courage, il y a beaucoup de travail. C'est vraiment intéressant. Puis le stress de 180 secondes, je ne peux même pas imaginer là, avec le cadran qui s'en vient ici. Alors, Sarah de l'Université de l'Alberta, un très beau sujet. J'ai beaucoup aimé la référence à nos 5 femmes célèbres, si je peux dire, lorsqu'elle a commencé à parler aussi. Aussi la référence qui montre qu'il y a un grand nombre de personnes dans la population canadienne qui ne reconnaissent pas les personnages historiques. Et comme j'ai été professeur d'études sociales à l'école pendant 30 ans, ça me fait vraiment de la peine de voir ça parce que c'est quand même quelque chose qui est très particulier aussi. Plus encore, j'ai beaucoup aimé l'idée de partager comme ça ce qu'elle a appelé l'idéal de la personne éduquée.
en philosophie de l'éducation, c'est très important, ça ici. Puis elle a très bien démontré que justement, en utilisant les anciens manuels d'études sociales, on a vraiment un idéal qui est très, très masculin. Je rentre parenthèse que des gens comme Maxine Green, Jane Martin, Nell Noddings ont beaucoup écrit sur la dominance de la perspective masculine en éducation aussi. Sarah a aussi des petites bonnes raisons d'être inquiète de ce qui va se passer avec la révision du curriculum en Alberta. Pour l'instant, en tout cas, on a beaucoup de travail à faire avec ça ici. Alors, une très, très belle présentation, très à l'aise aussi dans sa propre présentation. Merci beaucoup, Sarah. Tiffany, un autre sujet pas mal extraordinaire. Je veux dire aussi, comme directeur d'école, j'ai été très impliqué dans la commission Vérité et Réconciliation, avec ça me touchait beaucoup d'écouter tout ce que Tiffany avait à dire là-dessus aussi, puis de voir son travail dans ça ici. J'ai aimé aussi l'introduction avec l'hymne national, puis le petit questionnement qu'il y a avec ça pour introduire son sujet aussi. La fameuse question qui n'est pas souvent discutée de résurgence, okay, qui une espèce d'autodétermination qui est apportée, donnait aussi un aspect très, très intéressant. Puis d'ailleurs, je serais très curieux de lire ce que Tiffany va produire parce que de combiner ensemble cette réconciliation-là, mais aussi la résurgence, ça va être pas mal intéressant de voir ce qui va faire ça. Un point clé que j'ai trouvé aussi intéressant dans la présentation de Tiffany, c'est de mieux comprendre le processus de décolonisation. Et d'une certaine façon, toutes les deux, Sarah et Tiffany, c'est dans ça. La décolonisation, là, définition très simple, c'est d'écouter d'autres perspectives, pas seulement celle qui est dominante. Alors, ça, c'est vraiment intéressant de voir. Alors, bravo Tiffany pour ton bon travail ici. Élise, comme vous le savez, est la seule candidate au doctorat, donc c'est clair, mais on veut quand même prendre un petit peu de temps pour discuter ce qu'elle a dit ici. Je veux dire que tous les membres du jury ont été très touchés par son approche. J'ai dit que j'ai été directeur d'école pendant 11 ans et notre école était un endroit où on avait beaucoup d'enfants qui étaient dans ce qu'on appelle des programmes spéciaux, des classes qu'on appelle d'inclusion, des choses comme ça ici. Vous savez, il y a une petite vérité qui est très, très importante et qui était évidente tout au long de la présentation d'Élise, c'est que les enfants, les parents aiment leurs enfants. Puis lorsque les parents voient leurs enfants, des fois, littéralement, être engagés dans un processus de tests, puis de pronostics, puis de tout ce qui vient avec, y compris les mots qu'elle a mentionnés, comme par exemple le budget, être en attendre ces tests-là ici. C'est vraiment pas facile. Alors, je pense sincèrement, pour emprunter les mots de Gino là, qui parlait de l'hystique, et je dois dire aussi que Anne a eu des très, très commentaires intéressants en titre de parents elle-même. On était tous touchés par tout ça ici. Mais je pense sincèrement que l'approche d'Élise est très, très, très prometteuse. Et je pense qu'on parle de dépistage, mais aussi toute cette idée-là. Vous savez, la grand-mère de ma femme disait, même si on tire sur une plante, elle ne poussera pas plus vite. Okay? Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans cette approche-là ici, qui est peut-être un petit peu trop médicale. Ayant dit ceci, mais je vais laisser quelqu'un d'autre dire la nature des prix. Alors, Élise, évidemment, qui est au doctorat, d'emblée est celle qui va de l'avant. Et ensuite, après avoir discuté, le prix de la maîtrise va aller à Sarah Dixon, tout en disant, par exemple, que toutes les deux ont très, très bien travaillé. Si Anne et Gino aimeraient ajouter quelque chose, ça me ferait vraiment plaisir, mais je vais laisser quelqu'un d'autre parler de la nature des prix. Merci beaucoup. Oui, merci à toutes les trois. C'était vraiment très intéressant et vous avez vraiment fait du très beau travail. La délibération pour la maîtrise, on était tous d'accord que c'était vraiment pas loin parce qu'il y avait vraiment des points très forts dans les deux présentations. Et puis, Élise, pour le doctorat, on a vraiment apprécié l'approche très humaine et puis aussi finalement très simple pour un sujet très complexe qui nous a vraiment emporté notre adhésion dans la présentation. Donc voilà, bravo à toutes les trois. Et puis c'était un vrai plaisir d'avoir pu vous écouter présenter vos travaux. Je compléterai le tout en vous disant bonne continuation. Anne a raison, c'était très, très près, je vous le garantis, je vous l'affirme. Mais je suis aussi heureux de vous dire que le Bureau des affaires francophones, l'Université Simon Fraser, dans le cadre des Printemps de la francophonie, a décidé d'offrir aussi un troisième prix. Donc, il n'y a personne qui va partir les mains vides. Alors, on va offrir un prix à tous les trois participants. Félicitations. Et pour ceux qui continueront à la compétition nationale
à l'Université Laval. Je vous souhaite bonne chance et puis je vous souhaite de bien représenter la recherche francophone de l'Ouest canadien. Merci. Merci beaucoup à nos 3 membres du jury et félicitations à nos candidates de la 2e finale de l'Ouest du concours Ma thèse en 180 secondes. Merci de vous être prêtés au jeu. On l'a mentionné quelques fois aujourd'hui, mais vulgariser un travail de recherche en 180 secondes, c'est tout qu'un défi. Donc, félicitations à vous 3. On vous rappelle, tout le monde, qu'il reste encore le prix du public à remettre. Donc, vous pourrez réécouter les présentations et vous avez encore 48 heures pour voter pour votre candidate favorite. Le lien va se retrouver sur le chat, mais il sera aussi partagé sur les réseaux sociaux. Voilà. Puis, je vous rappelle que le prix du public sera remis ce vendredi. Donc, c'est ce qui conclut notre 2e édition de la finale de l'Ouest du concours Ma thèse en 180 secondes. J'aimerais remercier toutes les candidates, non seulement pour vos présentations, mais aussi pour avoir pris part à nos belles discussions pendant que le jury délibérait. Heureusement, le jury, vous pourrez réécouter la période de discussion que vous avez manquée. Donc, merci à nos candidates, merci au public de s'être connecté et merci à vous, membres du jury, donc M. Pierre Rousseau, M. Gino Leblanc et Mme Anne Salamon. Merci beaucoup. Puis, merci à nos partenaires, donc l'ACFAS nationale qui a vraiment été d'un appui grandiose cette année, l'ACFAS Alberta, l'ACFAS Saskatchewan, le Bureau des affaires francophones et francophiles de l'Université Simon Fraser, le Centre de la francophonie de UBC, le Secrétariat aux relations canadiennes et SFU's Graduate and Postdoctoral Studies. Donc, c'est une belle grosse collaboration de toutes nos universités de l'Ouest qui rendent cet événement-là possible. Donc, merci à tout le monde. Puis, on se retrouve à une autre édition de Ma thèse en 180 secondes de Finale de l'Ouest. Merci beaucoup à tout le monde.